Valérie Expert, débat. Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi, 11h midi, nous commentons l'actualité avec aujourd'hui Pascal Bataille. Bonjour, animateur, producteur, chef d'entreprise. Vous êtes là, Pascal? Bonjour Valérie, bonjour à tous. Bonjour, oui, Jérôme Dubus, conseiller LREM de Paris. Bonjour à vous. Oui, bonjour Valérie, bonjour à tous. Michel Taube, fondateur du site d'information Opinion Internationale. Vous êtes également fondateur d'Ensemble contre la peine de mort. Et Éric Verhaeghe, bonjour. Bonjour. Tout en bleu aujourd'hui, entrepreneur et fondateur du blog politique Le Courrier des Stratèges. Avec vous, donc, pour commenter cette actualité, on va parler de l'école, un retour raté, c'est le moins qu'on puisse dire. Beaucoup d'écoles ne font pas le plein. Crainte d'une seconde vague. Est-ce qu'on a déconfiné trop vite? Et puis c'est en même temps, encore une fois, on a entendu, vous l'avez entendu dans le journal, on est en train de voir comment les entreprises peuvent déconfiner, et en même temps on est en train de nous dire qu'il y a peut-être une deuxième vague qui est en train d'arriver. Donc on est un petit peu perdu. Et puis présidentielle 2022, notre sondage Ipsos Sud Radio vers un match retour Macron-Le Pen. C'est encore une fois une photographie à l'instant T qui ne veut pas dire grand-chose peut-être, mais qui donne une indication en tout cas sur des tendances. Petit tour de table de ce qui a retenu votre attention aux uns et aux autres. Pascal Bataille, on va commencer avec un coup de cœur positif. On vous écoute. Oui, je voulais juste signaler qu'effectivement, il y a une campagne d'été de la part des Restos du Cœur, de la Banque alimentaire, etc., que la précarité ne s'arrête pas ni le 21 mars, ni même le 20 juin, et que donc il faut soutenir cette campagne qui va être lancée prochainement dans plusieurs régions, notamment la Haute-Garonne, la région toulousaine, etc., mais dans d'autres régions en France. Voilà, si vous voulez lancer un petit clin d'œil et un petit appel aux dons, évidemment, pour soutenir cette campagne d'été. On connaît évidemment les campagnes d'hiver, mais il y a aussi la précarité l'été. Les campagnes d'été, oui. Et j'ai vu que les dons reprenaient auprès des associations, ces dons qui étaient en chute libre. Ce matin, le Parisien nous apprenait que les Français recommençaient à donner aux associations, donc c'est une bonne chose. Jérôme Dubus. Oui, c'est un coup de cœur également. C'est à la fois un coup de cœur et un coup de gueule, en fait. C'est le en même temps, bien sûr. En réalité, je voulais donner d'abord un coup de cœur à ce jeune qui s'appelle Jean. On ignore son nom pour le moment, qui a essayé de sauver un septuagénaire qui était tombé, qui a eu une attaque cardiaque dans le 16e arrondissement il y a environ une petite semaine. On le sait maintenant, mais ça s'est passé la semaine dernière. Et il a dû agir à l'indifférence absolue du public qui passait dans la rue. Et ça, c'est évidemment le coup de gueule. Donc ce jeune a été un peu traumatisé, d'abord parce que il a dû sauver, et je ne sais pas s'il a sauvé, on l'ignore aujourd'hui, cette personne qui a été l'objet d'une attaque cardiaque. Et puis surtout, il a agi sans que personne n'intervienne et ne puisse l'aider. Et je trouve le pire, pardon Jérôme Dubus, le pire, c'est des gens qui le filmaient. En plus, sans intervenir, c'est ce qu'il a raconté. Donc absolument, ça c'est classique. Les gens prennent leur portable, ils filment, mais ils n'interviennent pas. Et donc, deux choses. Un, on ne sait pas si la personne a été sauvée. Et deux, ce jeune qui fait ses études en Angleterre, qui visiblement n'avait pas l'habitude de ça, a été traumatisé par cette affaire en voyant le manque de solidarité. Alors, pendant 3 mois, on nous a bassinés avec la solidarité avec les soignants, la solidarité avec ceci, avec cela. Là, on a un cas concret. Alors, vous me direz, c'est anecdotique, évidemment, hein, c'est pas l'ensemble de la société qui est comme ça. Mais enfin, j'ai l'impression que l'après-monde va être un peu comme l'avant. Voilà. Donc, c'était à la fois un coup de gueule et un coup de cœur. Pas grand-chose de neuf. Éric Verhaeghe, un coup de cœur. Oui, moi, mon coup de cœur, c'est pour signaler une information qui est passée à peu près inaperçue, puisqu'il y a eu un sommet Europe-Chine, Union européenne-Chine, qui était un sommet par vidéoconférence. Et l'Europe a enfin décidé de dire à la Chine qu'en contrepartie de l'ouverture du marché européen aux produits chinois, il fallait que la Chine tienne ses engagements d'ouverture de son marché aux produits européens. Et je pense que c'est une démarche importante et salutaire, puisque beaucoup de Français aujourd'hui expliquent qu'il faut revenir à du protectionnisme, mettre des taxes sur tous les produits dans tous les sens. Je pense que la vraie mesure de bon sens, c'est d'exiger que nous aussi, nous puissions vendre en Chine comme la Chine peut vendre chez nous. Je pense que c'est une démarche plus prometteuse que la taxation à tout va. C'est un petit coup de cœur sérieux
Je pense Vous y que c'est à croyez peu près inévitable. Parce que je pense qu'on est arrivé au bout d'un système où la Chine nous inonce de jeans à 5 € et où nous ne pouvons pas avoir accès au marché chinois. Je pense que ce système est à bout de souffle, quoi qu'il arrive. Alors, il y a deux solutions. Soit on ferme nos frontières, soit la Chine ouvre les siennes, mais on ne pourra pas rester dans un système asymétrique comme celui qu'on pratique depuis 30 ans. Oui, enfin, je ne sais pas qui veut réagir. Moi, je suis... Pardon. Oui, c'est salutaire ce que dit Eric. Effectivement, c'est assez salutaire pour l'Union européenne. Bon, d'abord, ça arrive bien tardivement, effectivement, mais il ne faut pas oublier que lorsque l'on vend à la Chine, d'abord, ce sont des marchés publics, la plupart du temps, puisque tout est contrôlé par l'État. Donc les marchés publics, comme les nôtres d'ailleurs, ils sont relativement fermés. Je parle des marchés publics français, puisque ils sont soumis à un certain nombre de normes tout de même protectionnistes, il faut bien le dire. Et puis deuxièmement, il n'y a pas d'appel privé en Chine, il n'y a pas d'appel d'offres privé, tout passe par l'État. Et puis deuxièmement, il faut bien dire que lorsque l'on vend à la Chine, on vend souvent de la technologie. Donc je ne sais pas si c'est très rassurant parce que la technologie après est exploitée par la Chine qui nous renvoie des produits qui ont été faits à low cost mais avec une technologie soit française, soit européenne, soit allemande, bref. Donc c'est un peu un marché de dupes. À mon avis, ça n'empêchera pas qu'il faille mettre un certain nombre de normes supplémentaires lorsque nous vendons à la Chine, ça c'est assez clair, et de protection sur nos technologies. Un marché de dupes auquel nous participons et dont nous profitons quand même depuis des décennies. Moi, je pense qu'Éric Verreigh a bien raison et que c'est le bon moment pour un bras de fer vertueux avec la Chine, parce que tout simplement avec la crise du coronavirus, pour la première fois, les Chinois se rendent compte qu'il y a des fortes velléités de se passer d'eux, que beaucoup d'entreprises veulent relocaliser sur leur territoire français, allemand et autres, et que justement, on a enfin de quoi opposer, entre guillemets, à nos amis chinois, de quoi leur dire, écoutez, on va se retirer de la Chine si vous ne nous permettez pas de faire du business dans votre pays. Et donc je pense que les Chinois sont très conscients de leurs intérêts et que c'est le moment pour eux d'accepter les conditions que pose l'Europe. L'Europe, c'est pas les États-Unis, l'Europe, c'est pas Trump. On a besoin des Chinois et les Chinois ont besoin de nous. Et donc c'est le bon moment effectivement pour rétablir l'équilibre avec eux et non pas de se replier sur nous-mêmes, parce que la réalité, on a besoin d'eux et dans plein de domaines. Si vous n'avez pas les moyens de vous payer un scooter d'une marque italienne, vous allez prendre un scooter chinois, et c'est tant mieux qu'ils existent. On en a besoin quand on n'a pas les moyens de se payer des produits haut de gamme. Voilà. Il faut prendre un scooter français, surtout pas italien. Non, Jérôme, non, parce que. Mais si, Peugeot fait des très bons scooters. Enfin, non, je fais de la pub, ils sont trop chers, ils sont pas. Ah non, les scooters Peugeot, ils sont très bien. On va pas faire un débat sur la qualité des scooters. Moi, je vous trouve très optimiste. Le bras de fer avec la Chine, ils sont quand même en position de force globalement, non ? Oui, mais c'est un peu le jeu de la barbichette. Non, de moins en moins, parce que beaucoup d'entreprises veulent relocaliser. Oui, mais enfin, avant de relocaliser et d'avoir les volumes de ce que fournit la Chine, enfin, c'est gentil. On va monter une usine de Doliprane, une usine de je ne sais quoi, par rapport à ce que nous envoie la Chine, c'est dérisoire. Donc oui, relocaliser, mais on n'arrivera jamais au même volume. Enfin, je veux pas être. C'est d'autant plus compliqué de relocaliser que d'abord, ça prend du temps. Valérie, vous avez raison. Et deuxièmement, on va sûrement pas relocaliser des produits à faible valeur ajoutée. Personne ne veut relocaliser des produits à faible valeur ajoutée. Regardez ce qui se passe avec les masques. On est en surproduction de masques tissus, alors qu'on est encore en crise, enfin en post-crise en tout cas, donc on en a encore besoin. Bon, et tout est comme ça. Personne n'est intéressé par des produits à faible valeur ajoutée. Oui, Pascal Bataille. Sauf l'État, mais à ce moment-là, il faut que l'État intervienne. On est dans un autre système. Alors Pascal, on vous a pas entendu. Non, mais écoutez, je suis assez d'accord avec ce que vous venez de dire, Valérie. Je pense qu'il faut, Eric a tout à fait raison en lançant ce point, il faut évidemment ne pas renoncer à essayer de rétablir, non pas un équilibre, mais en tout cas à atténuer ce déséquilibre. En revanche, est-ce qu'on a encore les moyens
de ce bras de fer quand on voit effectivement, on s'est rendu compte tout d'un coup, soudainement, au début de cette crise sanitaire, que les médicaments les plus essentiels et les plus basiques étaient produits à 90 ou 95% en Chine, ce dont nous avons besoin tous les jours. Donc, est-ce que nous avons les moyens de faire ce bras de fer? On a appris aujourd'hui que la Chine n'a même plus besoin des États-Unis pour le GPS, puisqu'ils ont lancé le dernier satellite qui leur permet de fermer, de circonscrire définitivement leur propre réseau. Donc, je ne suis pas sûr qu'on ait les moyens. Pour autant, ne renonçons pas à essayer de remettre un tout petit peu d'équilibre dans ces relations commerciales, effectivement. Ouais. On va passer au coup de gueule de Michel Taube. Je voulais juste en faire un qui est un peu, moi c'est vraiment mon sujet d'agacement en ce moment, c'est-à-dire cette espèce de révolution politiquement correcte, même si encore une fois, évidemment, il faut contextualiser les choses, il faut apprendre l'histoire. Mais là, je voyais que les pyramides égyptiennes étaient dans le viseur des militants antiracistes parce que ce sont des esclaves noirs qui ont construit les pyramides. Allons-nous démolir les pyramides? Donc on en est là, et je trouve que chaque jour apporte son lot d'idiotie, encore une fois. Alors je mets toutes les précautions en disant que oui, il faut faire attention, etc. Mais revisiter l'histoire avec nos yeux d'aujourd'hui devient complètement débile, et on voit c'est un peu les talibans qui détruisent tout, quoi. Je pense que vous en pensez, mais on en est là. Mais c'est clair, c'est du talibanisme, le seul fait de vouloir effectivement démolir les pyramides. Moi j'ai fait un petit papier sur ce que pense le penseur de Rodin de tous ces éléments, et il pense un petit peu les mêmes adjectifs que vous employez, Valérie. C'est de l'idiotie, de la bêtise, et ça va très très loin, sauf que maintenant ça devient un mouvement politique, quoi. Ça devient on rentre dans autre chose, quoi. Les débats deviennent absurdes. Là, je vois un papier où on a interrogé une professeure une égyptologue, professeure à l'université de Birmingham, qui explique que les pyramides de Gizeh ont été construites par une main-d'œuvre professionnelle rémunérée il y a 4650 ans. Et moi, c'est ce que j'avais retenu. Et donc, ce ne sont pas des esclaves. Voilà, nous disposons de textes, de preuves archéologiques. Il va falloir sortir les factures. Attention, les fiches de paye. On est chez les fous. Michel Taube, on revient dans un instant avec votre coup de gueule qui concerne la fresque de Stein, et on parlera un peu d'Assa Traoré, et puis le retour de l'épidémie. Est-ce qu'on déconfine trop vite, oui ou non? 0826 300 à tout. Avec vous sur Sud Radio pour le 11h midi. On se retrouve donc avec les débatteurs et Michel Taube qui a un coup de gueule sur la fresque de Stein. Enfin, c'est pas sur la fresque en elle-même, je pense. Non, c'est pas sur la fresque, d'autant que moi personnellement j'adore le street art. J'en parle régulièrement dans mon magazine Opinion Internationale. Je pense que le langage du street art est un langage souvent trash, direct, qui dit le monde, et j'adore le street art. Mais là, c'est pas de ça dont il s'agit. Ce sont les mots qui sont au-dessus de la fresque contre le racisme et les violences policières, et qui sont un véritable scandale, qui sont un amalgame qu'on est en train, c'est pas qu'on veut nous imposer, qui est en train de nous s'installer dans le discours politique ambiant, relayé par des femmes et des hommes politiques, surtout d'extrême gauche. Dire contre le racisme et les violences policières, c'est inadmissible. La lutte contre le racisme n'a rien à voir avec les violences policières. Adama Traoré n'est pas mort parce qu'il était noir. Floyd n'est peut-être pas mort parce qu'il était noir, je n'en sais rien. Peut-être, probablement. Mais en tout cas, Adama Traoré. Mais faire le lien entre les deux affaires vous choque. Mais c'est évident. Moi, non seulement ça me choque, ce n'est pas du tout les mêmes situations, ce n'est pas les mêmes pays, ce n'est pas les mêmes contextes. Et je le répète, Adama Traoré n'est pas mort parce qu'il était noir. C'est très important de le dire. Et écrire contre le racisme et les violences policières en mettant la tête d'Adama Traoré, je pense que c'est véhiculer un discours extrêmement dangereux qui nourrit cette idée qu'effectivement il y aurait une lutte des races. Non, il n'y a pas de lutte des races en France. Alors, voilà. Quelqu'un veut réagir à ça ? Et donc, j'espère que le préfet de Seine-Saint-Denis, comme s'il s'y est engagé hier, va faire enlever, il va sommer les autorités de Stein, municipales de Stein, et si elles ne le font pas, il fera, je l'espère, enlever cette mention, la petite ligne bleue là au-dessus, pour qu'on... Non, je sais que c'est pas gagné. C'est vrai que ce n'est pas gagné. Parce que faire ça expose à des réactions dont on n'a pas envie. Pascal Bataille.
pourquoi faudrait-il enlever cette mention? Et je pense que c'est la Cour de cassation qui tranchera le dossier dans quelques années. Ouais. Voilà. Mais c'est terrible. Je suis assez effondré par cette réaction de Michel, parce que là, si on en est effectivement à saisir la justice pour ce qui est une expression tout d'abord artistique et ensuite une expression qui doit être libre aujourd'hui, même si elle choque certains. Les violences policières, que je sache, elles existent. Le racisme, il existe. Il n'est même pas dit sur cette fresque que les violences policières égalent le racisme. Mais enfin, personne ne dit non plus que tous les policiers sont racistes. Je pense qu'il y a eu suffisamment de témoignages ces derniers temps de policiers pour dénonçant eux-mêmes le racisme qui sévit dans leur rang, comme dans l'ensemble de la société française, bien entendu. C'est un microcosme, la police. On ne voit pas pourquoi il n'y aurait pas de racistes dans la police alors qu'il y en a partout. Je ne vois pas pourquoi on interdirait l'expression libre qui émane de cette fresque, alors qu'on soit choqué par le fait que le maire de Stein ait inauguré en grande pompe cette fresque. Ça, je veux bien en revanche l'entendre, parce qu'il y a une prise de parti avérée dans cette démarche qui peut choquer, qui peut scandaliser même. Mais faire interdire une fresque, alors là, si on en est là aujourd'hui en France... Philippe, je n'ai pas demandé l'interdiction de la fresque. Un peu quand même, c'est-à-dire que la fresque, la mention, excusez-moi Michel, la mention fait partie intégrante de cette fresque. La fresque sans la mention ne veut pas dire la même chose, ne dit pas la même chose. Je pense pas très bien comment le préfet pourrait interdire cette fresque. Non, ça paraît compliqué. Sur un bâtiment, d'après ce que j'ai compris, c'est sur un endroit public qui relève de la municipalité. La municipalité l'a accepté. Je vois pas très bien comment le préfet va pouvoir agir. Enfin, techniquement, je vois pas où la voie pouvoir agir. Après, trouble à l'ordre public, incitation à la violence, non, je sais pas. Non, je crois pas. Non. C'est contre les violences, Valérie, donc on n'incite pas à la violence. C'est une fresque contre les policiers, contre les policiers, contre la violence policière, c'est pas la même chose. Oui, mais les policiers, eux, peuvent estimer que c'est une incitation à la violence contre les policiers. C'est-à-dire qu'il y a un amalgame qui est fait entre Adama Traoré et George Floyd. Les violences policières contre Adama Traoré n'ont pour l'instant pas encore été établies. Donc c'est là-dessus que se pose la question. Après, on pourrait demander l'équivalent, c'est-à-dire on pourrait demander à Madame Hidalgo qu'elle mette en place une fresque à la mémoire, enfin pas à la mémoire, mais pour commémorer les violences qui ont été faites contre les policiers. Je suis pas sûr du résultat. Voilà. Éric Vérague, un mot sur ça. Mesure, si vous voulez. Effectivement, Pascal Bataille soulève une question sur la censure de l'art, puisque c'est de l'art. Moi, je veux bien dire un mot un peu jésuitique. Je suis d'accord avec Pascal Bataille parce que moi je suis contre toutes les censures et je suis pour la liberté d'expression. Donc si des gens veulent faire une fresque contre le racisme et les violences policières, je ne comprends même pas qu'on puisse saisir la justice. Simplement, si on en arrive là, c'est parce que, en effet, la logique de protection des minorités, toute cette logique d'antiracisme, d'anti-je sais pas quoi, d'antiphobie en général, est une logique qui est liberticide. Et in fine, en réalité, si on en arrive aujourd'hui à demander à un juge d'interdire une fresque, c'est parce qu'un jour, on a commencé par voter une loi Guesso qui a dit un tel qui dit ceci ira en justice et maintenant c'est l'État qui décide ce qu'on a le droit de dire ou pas. Je trouve ça très bien qu'on en arrive à ce genre d'aberration parce qu'un jour les Français vont avoir une réaction saine, salutaire, qui sera de dire maintenant on revient aux libertés et on arrête toutes ces lois du politiquement correct. Rappelons-le, le politiquement correct n'a pas commencé avec le Black Lives Matter, le politiquement correct a commencé en France avec la loi Guesso. Et ça fait 30 ans que nous sommes sous ce régime. Exactement. Et la loi Avia ne fait que renforcer le sujet. Qui a été retoqué. Allez, on marque une pause et on revient avec les questions autour du déconfinement. Faut-il craindre un reconfinement? On vient d'apprendre que l'Allemagne reconfinait certaines zones et qu'il y avait un redémarrage de l'épidémie. À tout de suite.
Avec vous sur Sud Radio pour commenter l'actualité avec Pascal Bataille, animateur, producteur, chef d'entreprise, Jérôme Dubus, conseiller La République En Marche de Paris, Michel Taube, fondateur du site d'information Opinion Internationale et Éric Vérag, entrepreneur et fondateur du blog politique Le Courrier des Stratèges. A-t-on déconfiné trop vite ou en tout cas est-ce que le comportement des Français a été un petit peu trop léger dans ce déconfinement? Évidemment, on pense aux images de la fête de la musique, mais c'est vrai qu'on voit qu'un petit peu partout, des clusters, enfin des zones de contagion se multiplient. Qu'en Allemagne, on vient d'apprendre donc que certaines zones allaient être reconfinées, et en même temps, on apprend que le gouvernement donc veut changer les règles du confinement pour les entreprises. Les écoles ont repris à partir d'hier, on pourra en reparler. Donc vous êtes dans quel état d'esprit les uns et les autres? Est-ce que vous avez peur d'un reconfinement, enfin en tout cas d'une réapparition de la maladie? Qui veut commencer? Moi je veux bien commencer rapidement. D'abord, je pense que la maladie n'a pas disparu complètement, elle s'est atténuée et on a appris il y a quelques jours que par exemple le virus, entre le virus chinois et le virus qui est arrivé en Europe, il avait muté et que visiblement le virus qui était arrivé en Europe était beaucoup plus violent que le virus chinois. Donc il peut encore muter. Donc la maladie n'a pas disparu. 2, je crois que le déconfinement est au bon rythme. C'est à peu près le rythme que font tous les autres pays, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie. Peut-être que certains vont même un petit peu plus vite d'ailleurs que nous. Donc je ne crois pas qu'il y ait un danger de déconfinement rapide. La troisième chose, c'est qu'il faut maintenant, on en parlera peut-être tout à l'heure, faire en sorte que l'économie soit relancée. Et les mesures qui ont été annoncées pour alléger les processus dans les entreprises, par exemple, les protocoles dans les entreprises, vont dans le bon sens. Je rappelle que les protocoles français dans les entreprises, ou partout d'ailleurs, ils sont 4 fois plus importants en volume et en contrainte que les protocoles étrangers. On ne pouvait pas continuer comme ça. Donc l'allègement des protocoles, notamment dans les entreprises, ça va dans le bon sens. Oui. Moi, j'aimerais réagir. D'abord, Valérie, ça concerne un seul canton, le reconfinement en Allemagne, qui est le canton de Gütersloh. Excusez-moi, je suis alsacien, mais j'ai peu d'accent alémanique. De Gütersloh, qui est vraiment dans le nord du pays. Ça concerne pour l'instant un petit territoire. Ceci dit, moi, je voudrais dire une chose, comme on l'a déjà écrit depuis très longtemps. Ce matin, Fabien Roussel, le patron des communistes, face à Bourdin, il a dit une chose très juste, auquel je souscris totalement. Jamais sans mon masque. Il faudrait vraiment que les Français et que nos auditeurs comprennent la seule solution pour déconfiner au maximum, c'est de porter le masque lorsqu'on sort de chez soi. Parce qu'effectivement, le virus continue à circuler. On ne sait pas comment, on ne sait pas quelle est sa dangerosité. La réalité, c'est qu'on a peu d'éléments. Et donc, la seule protection, la seule bonne protection, c'est de porter un masque tout le temps. Rendons-le obligatoire pour que ce soit clair et net. Et j'ajoute que effectivement, il y a un risque de reprise. Il y a déjà des clusters en France qui se sont déclarés. Il y en a même plusieurs centaines. On arrive pour le moment à les gérer en testant les personnes qui sont prises, mais on ne sait pas comment ça va prendre. La meilleure protection, c'est le masque. Mettez un masque. Et notamment, il faut s'adresser à tous les candidats, à tous ceux qui soutiennent les campagnes des municipales. On n'est pas dans n'importe quelle semaine. On est dans une semaine où nous avons des dizaines, des centaines de milliers de Français qui sont actuellement impliqués dans des campagnes électorales. Et moi, je peux témoigner que de ce que certains candidats aux municipales ne font pas, ne disent pas à leurs collaborateurs, à leurs colistiers, mettez un masque pendant que vous allez sur le terrain. C'est irresponsable. Mettez un masque, surtout pour ceux qui seront dimanche dans les assesseurs des élections. Ah bah ça, c'est une obligation dans les bureaux de vote. C'est une obligation. Oui, mais non, ça n'est pas une obligation. Si, c'est une obligation dans les bureaux de vote. Non, mais les bureaux de vote, oui, mais jusqu'à dimanche. Assesseurs, présidents auront des masques et tous les gens qui viendront voter auront un masque. Mais jusque-là, il faut que tous ceux qui sont impliqués dans la campagne mettent un masque parce que. J'ai envie de vous dire, oui,
mais enfin la campagne, c'est d'accord, mais c'est marginal par rapport à l'ensemble de la population et par rapport au comportement qu'on peut voir avec des gens qui mettent les masques sur le menton, qui les retirent, qui les remettent. Enfin, il y a quand même un coup là, c'est je parle plus de l'ensemble des. Ça concerne tous les Français. Oui, oui. Bien sûr. Oui. Éric Verhaeghe. Moi, je pense qu'il faut assumer que ce virus est d'une façon ou d'une autre saisonnier et que donc même s'il ne repart pas cet été, il reviendra à la fin du mois de septembre, début octobre. Ce qu'il a dit. Je pense que là-dessus, il faut qu'on ait un positionnement clair. Moi, je suis partisan, en effet, d'un port assez large du masque pour éviter le confinement. Donc, je pense qu'il faut que les gens puissent circuler, et notamment économiquement. On ne peut plus se permettre de confiner, sauf à dire que nous perdons, ou en tout cas nous sacrifions l'économie française pour les 20, 30 années à venir. Car les dégâts seront considérables. Là-dessus, je suis quand même très étonné puisque j'ai méticuleusement regardé l'audition de Jérôme Salomon, directeur général de la santé à la commission parlementaire sur la question du confinement, et j'ai quand même compris à travers ces mots que lui était un adversaire du port du masque pour tous. Et je me pose la question aujourd'hui de la stratégie des pouvoirs publics français en matière de lutte contre la propagation du virus. C'est que je ne suis pas clair qu'au sommet de l'État, je ne suis pas sûr qu'au sommet de l'État, il y ait une vision claire sur la méthode à suivre, et je crains qu'en réalité, la pire des choses qui puissent nous arriver, c'est ce qui se passe, à savoir des qui sont pour le port du masque, des qui sont pour le confinement, et un jeu de rapport de force permanent qui fait qu'on n'a pas de stratégie définitive. Et en même temps. Pascal Bataille. En même temps, le dernier qui a parlé a raison. Alors Pascal Bataille, puis après vous réagirez. Ouais. Ça fait longtemps qu'on a compris, Valérie, que ce gouvernement a opté plutôt pour la doctrine de Machiavel. Gouverner, c'est faire croire, que pour celle de Girardin et Thiers, gouverner, c'est prévoir. Mais en l'occurrence, on n'a pas déconfiné trop tôt. On a déconfiné certainement de façon pas assez tôt et de façon trop brutale, alors qu'on aurait pu déconfiner bien en amont déjà dans certaines régions qui étaient classées vertes. Mais en même temps, je suis, vous l'aurez compris, pas très partisan de tout ce qui est obligation, de tout ce qui est imposé. En revanche, je suis pour l'éducation, je suis pour l'incitation, et je suis en effet, je souscris à ce que disait Éric, il faut inciter, mais il aurait fallu le faire très très tôt déjà, les Français à porter encore le masque le plus possible, le plus souvent possible, le plus régulièrement possible. Et ça, évidemment, c'est difficile à faire de la part d'un gouvernement qui a été obligé par son impéritie, de dire pendant toute une partie de la crise que le masque n'était pas nécessaire et ne servait à rien. Donc, vous voyez, on peut pas tenir deux discours complètement opposés, même si ça ne gêne pas certains, à 1 mois et demi d'intervalle. Donc, c'est très compliqué aujourd'hui. Jérôme Salomon, dont j'ai suivi aussi quelques moments de l'audition, effectivement, continue dans cette ligne, parce que je ne sais pas si c'est parce qu'il ne veut pas se déjuger ou parce qu'il y croit vraiment. Il faut inciter aujourd'hui les Français à porter le maximum du temps et dans le maximum de circonstances des masques. On ne peut pas en même temps s'étonner qu'après avoir enfermé les gens totalement pendant 2 mois et demi de façon certainement trop longue et trop stricte, on les libère tout d'un coup, on les autorise à faire la fête le soir de la fête de la musique. Comment s'étonner de ce qu'il se passe? Donc il faut, je pense, beaucoup continuer à informer sur les risques sans faire peur, parce qu'on n'est pas là pour créer la psychose, on est là pour juste dire ce qu'il en est vraiment du risque de résurgence du virus à l'automne, expliquer que ces gestes barrières sont finalement des gestes très sains, et que se laver les mains, se désinfecter au maximum, et puis de temps en temps, le plus possible, même d'ailleurs en ce moment, porter le masque, c'est une bonne chose, non seulement pour soi, mais pour les autres. La chaleur va-t-elle faire tomber les masques? C'était un papier sur LCI. C'est vrai que là, il va faire 35 degrés. Ça va être très très difficile pour certains de garder ces masques. Donc les masques pour tous, oui, sauf qu'on se rend compte que ils sont mal portés. Mais évidemment, c'est très contraignant. Il va falloir apprendre à vivre avec le virus. Le virus va vraisemblablement continuer. Il va se développer peut-être, on n'en sait rien. Peut-être qu'il va disparaître, peut-être qu'il va revenir. Tout ça est un peu nébuleux.
mieux. Même les scientifiques les plus avertis ne le savent pas, et donc a fortiori la population française. Donc effectivement, moi je suis d'accord avec ce qui a été dit. Port du masque, évidemment, et s'il faut le rendre obligatoire, de toute façon, si on le rend obligatoire, ça ne sera pas respecté. Vous avez vu ce qui s'est passé avec la fête de la musique, avec les manifestations interdites qui finalement ont eu lieu, ou qui ont récupéré, ou qui ont rassemblé à peu près 20 000 personnes. Bon, on sait très bien que ça peut être un phénomène contaminant. Je rappelle que le foyer le plus important de contamination, c'était cette réunion des évangélistes où il y avait 2000 personnes en Alsace, et qui visiblement a fait flamber l'ensemble de la France. Et puis, il faut tester, et je crois que le point le plus important, c'est qu'on ne teste pas assez aujourd'hui. Tous les médecins aujourd'hui le disent, il faut organiser des campagnes de tests systématiques. Ça n'est pas fait aujourd'hui. Je pense qu'il faut accélérer ça. On avait parlé de 700 000 tests par semaine à un moment. On en est à 250 000. Alors, je sais bien que c'est pas très drôle d'aller se faire tester. On peut pas le rendre obligatoire parce que c'est attentatoire aux libertés pour le coup. Mais je crois que des campagnes de tests systématiques en dehors des clusters, mais il n'y a pas des centaines de clusters, il y a une petite centaine de clusters actuellement, c'est absolument indispensable pour les mois qui viennent. Alors on a Lionel en ligne avec nous. Bonjour Lionel. Oui, bonjour à tous. Vous nous appelez de Grasse, donc qu'est-ce que vous voulez nous dire ? Moi, je partage assez l'avis de vos interlocuteurs, notamment sur le fait que, enfin, pour moi, en tous les cas, on n'a vraiment pas déconfiné assez vite. Pour moi, le confinement a eu un sens à un moment donné pour une crise un peu de panique et pour désengorger un peu, mais on peut pas. Enfin, il faut que les gens entendent que de toute façon, oui, je pense que c'est un virus qui va revenir régulièrement. Il y a de grandes chances, en tous les cas, et on va pas tuer l'économie définitivement pour quelques milliers de morts. Je suis désolé de le dire comme ça, mais c'est la vérité. Concrètement, si on crache l'économie française de manière irréversible, vous savez, ça va faire beaucoup plus de morts que ça. Quand on voit certains secteurs qui sont complètement sinistrés, comme le secteur de la nuit par exemple, qui n'ont pas le droit de réouvrir leur boîte, vous croyez qu'il va se passer quoi pour ces gens ? Ils vont tout perdre. Il va y avoir une vague de suicides. Ça va faire des morts. Et de toute façon, l'argent que ces gens généraient et qui allait dans la poche de l'État servait aussi pour les hôpitaux. Donc on va rentrer dans un cercle vicieux où finalement on n'aura plus assez d'argent pour entretenir notre pays, pour payer les soins de santé. Et de toute façon, ça fera plus de morts à la fin. Il faut accepter que le virus soit là. Il y a des gens qui mourront. Voilà, il faut accepter. En fait, je crois que le plus gros problème qu'on a dans notre société actuelle, c'est qu'on n'accepte plus la mort. C'est-à-dire qu'on veut tous être immortels, on veut plus tomber malade, on veut que la médecine réponde à tous nos maux et nous emmène au moins jusqu'à 90 ans en bonne santé. Mais ça marche pas comme ça. La vie, c'est pas ça. La vie, il y a une fin, voilà. Et la vie, on meurt. Et il y a des gens qui vont mourir parce qu'ils sont plus fragiles. Il y a des gens qui vont mourir parce qu'ils ont des pathologies à côté. Et il faut accepter que ces gens-là partent parce que c'est comme ça. Et dans toutes les grandes crises sanitaires qu'il y a eu dans l'histoire, on voit bien quand même qu'une grosse majorité a survécu et qu'une frange de la population systématiquement est décédée. Et il faut accepter que ça soit la même chose. On ne peut pas cracher une économie mondiale pour quelques dizaines de milliers de morts. Je regrette, ça marche pas comme ça. Moi, je vois pas ça autrement. On a besoin d'avancer. On peut pas s'arrêter. On peut pas s'arrêter. Mais vous dites quoi ? Vous faites attention, vous portez le masque, pas du tout. Vous dites c'est le risque, déjà, je prends le risque. Alors je vais vous dire un truc déjà, moi je suis à Sainte-Maxime, je suis dans le bâtiment actuellement là. Il doit faire à peu près 30 degrés, bien 30 degrés, travailler avec un masque dans le bâtiment, c'est juste pas possible. Mes salariés, c'est pas possible qu'ils travaillent avec un masque, je vous le dis clairement, c'est juste pas possible. L'avoir sur le menton, c'est strictement ridicule, donc ça a aucun sens. Et de toute façon, si on l'attrape, on l'attrape. Moi j'ai 42 ans, je suis en pleine santé. Écoutez, si je l'attrape et que je meurs, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse ? C'est pas parce que je vais porter un masque toute la journée sur mes chantiers et à moitié crevé parce que je peux pas respirer, que si jamais quelqu'un me touche dessus, que je me frotte l'œil en allant toucher une poignée de porte ou un truc comme ça, que je vais pas l'attraper. Si je dois l'attraper, je l'attraperai. Et puis voilà, il faut pas. Moi, je vis pas dans la peur de mourir. Et si ça arrive, ça arrive. De toute façon, quand ça vous tombe dessus, bien souvent vous le voyez pas arriver. Il faut accepter ça, c'est tout, c'est comme ça. Faut voir les choses un peu positivement, je pense, et pas vivre dans la peur. Je crois que c'est la principale des choses à faire. Écoutez, c'est un discours effectivement qu'on entend assez peu souvent. Allez, on va marquer une pause et on se retrouve dans un tout petit instant avec vous sur Sud Radio.
Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi. On va revenir sur notre sondage. Je voulais dire quelques mots quand même de l'affaire Cédric Chouviat. Sa famille s'est exprimée ce matin. On appelle au président de la République et demande à ce que des techniques utilisées par les policiers soient supprimées, c'est-à-dire le plaquage ventral et la clé d'étranglement. Apparemment, donc, des policiers ont été entendus et Cédric Chouviat aurait à plusieurs reprises crié « j'étouffe, j'étouffe ». Vous avez peut-être entendu le son tout à l'heure produit par Mediapart. Donc voilà, je vous donnais cette information. Est-ce que vous avez une réaction? C'est vrai qu'on a parlé de violence policière en début d'émission. Est-ce qu'il faut supprimer ces techniques? C'est-à-dire que si on les supprime, il faut les remplacer par quelque chose. Parce que tous les syndicats de policiers nous disent très clairement, et là ils sont unanimes, parfois ils sont pas d'accord entre eux, mais là ils sont parfaitement unanimes, il faut remplacer le plaquage ventral par autre chose. C'est-à-dire que si on veut interpeller les gens qui sont violents sans faire de violence, il faut trouver une autre technique, et donc il faut réfléchir à une autre technique. Mais si on interdit sans rien donner derrière, sans rien mettre en place, là on aura effectivement des interpellations beaucoup plus violentes, parce qu'elles se feront avec des armes. C'est absolument évident. Ouais. Valérie, Michel Taube. Ouais. Alors c'est pas là-dessus, mais j'aimerais revenir sur le masque tout à l'heure. Il y a quand même une photo que je trouve absolument hallucinante. Hier soir, le président de la République recevait son homologue tunisien, M. Sayed, qui a 80 ans. Et celui-ci, on le voit traverser la cour de l'Élysée avec un masque, et Emmanuel Macron le recevoir à bras ouverts sans masque. Et je trouve ça quand même incroyable. La Tunisie, c'est un pays où il y a eu 50 morts. La France, c'est un pays où il y a eu des dizaines de milliers de morts. Et le président de la République reçoit sans masque un chef d'État âgé de surcroît qui lui-même porte un masque. Je pense qu'on a un très bon résumé de l'anachronisme et du en même temps macronien qui franchement pose problème là, dans une question de politique sanitaire aussi délicate. Ouais. Et on a un auditeur aussi qui a réagi à ce que disait tout à l'heure notre autre auditeur en disant ok, lui il a envie de mourir, il s'en fout que les autres meurent, mais qui pense aux autres. Il y a une responsabilité aussi de se protéger pour protéger les autres. C'est bien entendu. Voilà, qui était un peu choqué par le fatalisme de notre auditeur. Oui, Pascal Bataille. Alors sur Macron ou sur Chouviat? Oui. Sur Macron, c'est pas là. Il nous a mis le bazar, Michel. Non, mais laissons pas Chouviat, on y reviendra sur les violences policières, sur l'IGPN, qui est un sujet qui nous tient à cœur. Donc effectivement, notre sondage IFOP pour CNews et Sud Radio, IFOP fiducial, si la présidentielle avait lieu demain, Macron-Le Pen, match retour, avec les LR qui sont carrément dans les choux. Oui, enfin, il faut faire attention. Alors attendez, Pascal. Oui, non, mais on commente un sentiment aujourd'hui. On répète, voilà. Si Emmanuel Macron continue de recevoir tout le monde sans masque, peut-être qu'il n'aura plus d'adversaire du tout à la prochaine élection. Non, mais ce sondage, Valérie, moi, je l'ai trouvé sans grand enseignement. On sait aujourd'hui qu'il n'y a aucune alternative à ce tandem Macron-Le Pen. C'est malheureux. C'est malheureux parce que aujourd'hui se dire que ni le PS, ni les Républicains, ni la gauche insoumise ne sont en mesure de proposer des candidats vraiment crédibles, c'est triste, je trouve, pour notre démocratie. On peut s'étonner que Marine Le Pen continue de faire ces scores-là après cette séquence déplorable, cette série de séquences déplorables qu'elle nous offre finalement depuis l'élection d'Emmanuel Macron et encore récemment pendant la crise sanitaire où elle n'a rien proposé sinon des contresens et des contre-vérités. On peut bien entendu s'étonner. Je pense que c'est malheureusement la sanction d'une classe politique totalement défaillante, absente et du fait qu'Emmanuel Macron, depuis qu'il est élu, n'a absolument pas réussi à convaincre et qu'il y a... il n'a pas réussi à convaincre, il fait quand même 28%, 27-28%, c'est plus que au premier tour de 2017. C'est 4 points de plus. Moi, j'aimerais bien convaincre tous les jours comme ça. Si je prends 4 points en 3 ans, ça m'intéresse. Vous me donnerez la recette. 28% dans le désert, je ne suis pas convaincu, moi, personnellement. Je pense pas qu'on puisse dire. Le désert, il est dû aussi aux autres forces politiques. Oui.
Oui, simplement, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que c'est vrai que c'est une photo à l'instant T, vous l'avez dit Valérie, donc il faut faire attention, c'est dans 2 ans. Et on a eu des présidentielles qui se jouaient à 3 mois. On l'a vu par exemple en 2017, en 88, en 2002, etc. Bon. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est en complet décalage avec les résultats qu'on va avoir dimanche soir. Au deuxième tour des municipales. C'est-à-dire au deuxième tour des municipales, LR va à peu près garder ses fiefs, sauf Marseille vraisemblablement. La gauche va plutôt reprendre un peu du poil de la bête et de l'oxygène, puisqu'elle risque de prendre un certain nombre de villes, et des grandes villes, Marseille, Lyon, peut-être Toulouse, bref, des villes importantes, et LREM va s'effondrer complètement. Et quand on a un sondage comme ça, on voit le décalage qu'il y a entre les élections locales et les élections nationales. Je ne crois pas qu'on ait eu un exemple dans l'histoire politique de la Ve République qui soit aussi, qu'il y ait aussi un écart aussi important entre des résultats locaux et des résultats nationaux. Donc il faut faire attention parce que les résultats de dimanche soir, ils vont être analysés avec des prismes assez déformants. Oui. Alors, Eric... Oui, alors Éric Vérac, on n'a pas entendu. Je rappelle l'hypothèse, il y a plusieurs hypothèses qui sont mesurées et effectivement dans tous les cas, Marine Le Pen et Emmanuel Macron arrivent en tête. Xavier Bertrand 12%, Jean-Luc Mélenchon 11%, Yannick Jadot 8%, Nicolas Dupont-Aignan 5,5%, et donc avec une hypothèse François Baroin, Marine Le Pen serait à 27%, Emmanuel Macron à 28%, et dans une hypothèse Xavier Bertrand, Marine Le Pen à 28% et Emmanuel Macron à 26%. Oui, Éric Vérac. Mon sentiment quand même sur cette affaire, c'est que la droite française n'a pas encore osé réviser ou remettre à plat son logiciel, comme on dit. Alors, elle est obsédée par l'idée de ne pas être populiste, et donc à force de ne pas vouloir être populiste, elle est complètement élitiste avec des personnalités qui sont comme des sphinx. Alors, je prends l'exemple de François Baroin, ou qui sont d'une mollesse comme Xavier Bertrand absolument ahurissante. Et en réalité, ce qu'on attend... Il n'est pas mou, Xavier Bertrand. Je ne veux pas le défendre, mais il n'est pas mou. Quand même, il porte le masque. Eric, il est mou, oui. C'est Bouvard et Pécuchet, si vous voulez. Il n'a aucune idée sur rien. Et donc... Je ne suis pas d'accord, moi, mais... Donc c'est Bouvard et Pécuchet. Non, bon, on va pas... Quand les Français le voient, ils se disent, on a eu Hollande en président normal, on ne va pas se retaper un président normal. Ah non, je ne suis pas d'accord avec vous. Moi, je le trouve beaucoup plus cash dans ses propos et beaucoup plus... il a des prises de pouls. Bon, on ne va pas faire le débat sur Xavier Bertrand, mais je le trouve un petit peu plus énergique que ne l'était François Hollande. Valérie, mais bon, je vais vous visiblement, ça ne fonctionne pas. Vous ne fréquentez pas les quartiers populaires, donc vous ne savez pas ce que les gens attendent. Mais je vous garantis que Xavier Bertrand n'incarne pas ce que le Français ordinaire, qui est globalement libertarien, il veut qu'on le laisse fumer ses clopes, il veut qu'on le laisse rouler en diesel, il veut qu'on le laisse boire en Ricard au petit-déj s'il a envie de boire en Ricard au petit-déj, et ni Xavier Bertrand, ni François Baroin ne s'adressent, mais moi j'en suis un, donc je peux me permettre de le dire. Vous buvez du Ricard le matin, avec modération évidemment. Ou un petit blanc sec, un petit blanc sec. Non, mais ce qui est sûr... Non, mais ce qui est sûr, c'est que le Français moyen qui est libertarien ne se retrouve pas dans ces deux personnes à droite qui lui parlent. Mais tout de même, le 28% effectivement d'Emmanuel Macron interroge parce qu'on entend, on voit, on entend surtout des Français très très en colère. Donc ce chiffre est assez étonnant. Oui, mais parce qu'il arrive à titre personnel à rassembler les deux mondes. C'est toujours une comparaison, une élection. Donc, vous avez toujours des gens qui votent contre, des gens qui, de moins en moins, qui votent pour. Donc là, vous avez une espèce de comparaison avec ce qui existe. Or, effectivement, d'après ce que nous disait Eric, la droite ne s'est pas remise de 2017, ça c'est assez clair. La gauche est complètement explosée. Je crois que le total des 3 candidats de gauche, il fait même pas 20%, 22%. Jadot plus Mélenchon plus notre ami Olivier Faure qui fait 3%, ça fait 23%. Donc jamais la gauche n'a été aussi basse. Et donc, pour le moment, c'est le désert total, effectivement. Désert total. Mais ça peut changer, on ne sait jamais. Ça peut changer. Moi, j'aimerais rebondir sur ce que disait justement Jérôme tout à l'heure, à savoir le décalage est tellement grand entre ce sondage auquel effectivement tout le monde se dit aujourd'hui il n'y a pas d'alternative entre Macron et Le Pen au deuxième tour, et la réalité électorale de notre pays qu'on va voir dimanche au municipal, que même on peut douter de ce qu'on va aller jusqu'en 2022, parce que le fossé est tel
que ça va susciter une colère sociale et des contestations, non pas sur le plan politique parce que tout est bloqué, mais sur le plan social, et que ça va raviver la colère sociale. C'est comme ça que moi j'interprète ce décalage énorme entre un sondage avec le personnel disponible et la réalité électorale de notre pays, à moins qu'il y ait une troisième personne qui sorte de nulle part. Et parce qu'Emmanuel Macron, il est aussi quelque part sorti de nulle part, et ben peut-être que c'est un troisième homme ou une femme autre qui n'est pas dans le personnel politique aujourd'hui, qui demain va émerger et qui va justement dépasser Emmanuel Macron pour pouvoir justement le faire baisser à beaucoup moins que les 28, dont on ne peut tirer la moindre gloire aujourd'hui, je pense. Merci à tous les quatre, merci aux auditeurs de Sud Radio, et dans un instant vous allez retrouver Jean-Marie Bordry qui sera avec vous et qui remplace André Berkoff qui a pris quelques jours de congé. Très bonne journée à l'écoute de Sud Radio, merci à vous.